De beaucoup d'échecs d'ailleurs, je dois reconnaître, mais aussi de beaucoup de joie. C'est comme le yin-yang, c'est vraiment équilibré l'un et l'autre. Tout est toujours parfait en équilibre. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. J'ai clôturé avec cette période parisienne. Fin du cycle d'expression de ce que l'inertie de mon éducation et de mon enfance, adolescence, m'a permis de vivre. Donc nouveau cycle, nouvelle vie, nouveau départ. J'entame maintenant ce que je n'avais jusqu'alors jamais réalisé ni pensé réaliser. Le chemin vers moi-même. Celui que j'alimente au quotidien. Et à ce début, c'était encore très inconscient, il était très présent en moi ce douloureux enclin à penser et à ressentir être victime de ce que je vis. Victime de ma maladie, victime de mes défis quotidiens. Je cherchais tant bien que mal l'origine psychologique de ma souffrance chronique. Il y a un titre de document ou de nombreux documents qui dit « Approche psychologique d'un douloureux chronique ». Je n'avais encore expérimenté que 50% de ce que ça allait être, et je pensais déjà que c'était compliqué. Je me souviens du premier matin, une fois arrivé dans le Languedoc, plus précisément à Nîmes. J'ouvre les rideaux de la chambre de l'hôtel, assez tôt, soleil, palmier, 20 degrés. On était à peu près à 10 jours avant la fin de l'année, donc un peu avant Noël. Autant dire que les palmiers étaient plus que nouveaux et les bienvenus. Et encore plus le soleil. J'allais recommencer tout de nouveau. Trouver un appart, ma formation allait débuter dans 10 jours, apprendre les rues, la ville, où est-ce qu'on trouve de la nourriture, on achète de la nourriture, quelle est la mentalité, les habitudes. D'ailleurs, lorsque l'on arrive quelque part, et pour y rester un moment, la démarche est différente de lorsqu'on y vient pour un court séjour. En tout cas, pour ma part, après avoir visité plusieurs dizaines de pays et ayant vécu des années à l'étranger, j'ai pu sentir les différences de positionnement en moi, quand je venais pour quelques jours ou quand je venais pour rester. Je faisais cela naturellement, comme un instinct, comme si j'avais un câblage spécial dans une partie de mon cerveau ou dans ma globalité qui me facilitait cette intégration de nouveaux environnements, cette adaptabilité. Et j'ai reproduit cela partout où je suis resté un moment. D'ailleurs, même dans la ville, la capitale, on peut même changer de logement, de quartier et avoir à reprendre une partie et réintégrer une partie de cet entourage d'automatisme. Je pense spécialement à Buenos Aires ou Santiago du Chili qui sont des villes énormes et que changer de quartier ou d'arrondissement, pour faire le parallèle avec Paris, revient à devoir carrément apprendre une autre ville. C'est presque le cas à Paris, mais bon, pas tout à fait, en tous les cas pour moi. Mais c'est le cas dans d'autres lieux, et encore plus lorsqu'on change de culture, de langue. Plus tard, j'aborderai ces périodes de vie à l'étranger. En partant de cette idée, donc, je disais qu'au début de l'épisode 2, je suis passé de Paris avant d'aller à l'étranger. C'est car je devais d'abord me confronter à la vie dans le pays qui m'a vu naître, à ma propre culture, avant de pouvoir en partir. Comme je le disais, j'étais d'ailleurs pas prêt à partir. Si bien maintenant je recommande à partir à l'étranger le plus tôt possible, autant aussi prendre un soin particulier à le faire en beau moment. Si j'étais dans ma vingtaine, je le ferais différemment, j'irais directement à l'étranger. C'est encore plus simple maintenant avec Erasmus. Tellement de pays où il est facile d'arriver, d'étudier, voire de travailler, de faire sa vie. Même possible de changer de continent ou d'hémisphère, d'apprendre de nouvelles langues. Je regrette d'ailleurs, pour le petit encouragement pour les jeunes, s'il y en a qui écoutent, prenez une 3e langue au lycée. Prenez une 3e langue, même si vous avez la flemme, ça vous donnera des bases. Je reparlais d'ailleurs à un autre moment. J'avais pensé faire pour
les gens qui ont peu voyagé, un webinaire ou un épisode spécial sur comment se préparer au voyage. Je me suis fait un bon brainstorm là-dessus et peut-être qu'un jour il sortira, je proposerai quelque chose par rapport à ça. D'ailleurs, en passant, si tu es intéressé, dis-le moi et nous pourrons rentrer en contact. En attendant, retour à ses débuts dans le pays nîmois. Dans cet appart assez lumineux mais pas du tout isolé, la vie était plus que différente par rapport à la capitale. Ça va de soi. Le soleil, le sud. J'étais en couple, je vivais en couple, chose que je n'avais pas vécue jusqu'alors. Et j'étais dans une formation où j'étais 7 heures par jour pendant plusieurs mois à étudier. Et en plus de cela, je me mettais à étudier en rentrant. Et il y avait énormément de choses nouvelles à intégrer, parce que c'était un monde dans lequel je n'avais pas du tout évolué. Et donc, je continuais l'idée que d'être assis, c'était bénéfique pour mes douleurs, parce que jamais personne ne m'avait dit le contraire. Ou bien même, si quelqu'un m'avait dit le contraire, est-ce que je l'aurais entendu à ce moment-là ? Je n'en ai aucune idée, c'est évident. C'était une période, encore une fois, il m'était difficile de trouver un équilibre, car déjà parce que dans le couple, nous avions des horaires complètement différents. C'était une graphiste indépendante, illustratrice de talent, qui travaillait souvent la nuit. La relation était difficile, je n'étais pas outillé ni pour pouvoir agir correctement pour mon propre équilibre, ni pour l'équilibre du couple, deux personnes. Donc ma santé a continué à se dégrader encore plus. Et cette dégradation est évidemment corrélée avec l'état émotionnel dans lequel je pouvais me trouver à ce moment-là, car vivant réellement en proximité avec quelqu'un. J'avais creusé un fossé en ne réalisant pas mon rêve de partir à l'étranger, et d'ailleurs, ce fossé continuait à se creuser. J'en parlais dans l'épisode précédent, c'était complètement inconscient. Elle a souhaité réaliser son rêve à elle d'avoir un dog allemand. C'est ok, il n'y a pas de problème. Je rêvais d'ailleurs d'avoir un chien depuis longtemps. C'était un animal adorable, super intelligent, énorme. À 12 mois, il faisait déjà environ 30 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour ceux qui ont des chiens. Adulte, il était arrivé à 90 kilos. Donc, énorme bête. Mais d'une douceur, d'une intelligence. C'était un super chien. J'ai vécu des super moments. Même si j'avais vraiment du mal à le gérer, car avec toute cette puissance et cette force qu'il avait, moi, ça me faisait du mal. Bon, j'avais du mal à me déplacer. J'avais des problèmes de dos, d'articulation. Donc, il devait obéir au doigt et à l'œil. De toute façon, un chien de cette taille-là vaut mieux qu'il écoute. Ça, c'est sûr. C'est un super compagnon et très probablement, il a aidé à ce que notre couple tienne un peu plus dans la durée, car il y avait un troisième être à intégrer émotionnellement et qui donnait de l'affect. Malgré cela, je voyais bien inconsciemment que quelque chose n'allait pas dans ma vie, dans mon couple, c'était sûr. Mais j'étais focalisé à avancer, j'avais pris une décision, j'avais assumé mon choix, coûte que coûte. Donc là où j'étais dans mon axe d'apprentissage professionnel, c'est route de vie, et il s'est trouvé que j'avais aussi décidé d'être avec cette femme. Je reviens quelques instants sur ce mot « assumer ». Je l'ai entendu beaucoup dans mon éducation. Ça va avec « si je dis quelque chose, je donne ma parole, je suis engagé ». Ces deux, assumer et donner sa parole, ce sont deux croyances familiales qui sont très fortes dans mon éducation. Je crois que selon d'où elles sont nourries en soi, elles peuvent être manifestatrices de joie et de liberté comme de l'opposé. C'est un mot que mon père appliquait beaucoup à sa manière de vivre. C'était un de ses axes, une de ses valeurs. Et grâce à son histoire, à qui il est, encore aujourd'hui, il le met en pratique dans son quotidien et avec ma mère. Et notre histoire de famille est telle qu'elle est, aussi en partie pour cette valeur de « j'assume ». Et moi-même étant issu de cette valeur-là, évidemment parmi d'autres valeurs, eh bien moi aussi j'assume. Je suis fidèle aux croyances familiales et à l'héritage. J'ai une image qui me vient là, dont je parlais dans l'épisode précédent, par rapport à l'idée d'avoir un sac à dos, c'est une image qui est très utilisée, un sac à dos plein de nos mémoires de famille, de notre héritage. Et comme beaucoup d'autres, je pense qu'il est nécessaire de faire le nettoyage de ce sac, le vide, et le remercier avec gratitude, avec amour, et laisser partir les objets intérieurs qui sont inutiles à notre évolution. Étudier le web, à ce moment-là, pour moi, c'était un puits sans fond. Je me souviens revenir le soir de classe avec des choses à travailler et d'arriver à rechercher sur Internet et de cliquer sur un lien et d'avoir à l'intérieur de la page de description, de définition, de nouveau 3, 4, 5 mots où il fallait que je clique pour avoir la définition et dans lequel il y avait encore plusieurs mots dont je ne connaissais pas la définition qu'il fallait que j'aille voir de nouveau.
C'était comme un tiroir à rallonge où il y avait énormément de pensées, d'informations et de définitions qui s'entremêlaient les unes avec les autres. Ça a été plusieurs mois d'apprentissage incroyable. C'était passionnant de découvrir tout ça. Je me rappelle avoir fait le retour en arrière en me disant « Putain, j'ai fait du blog sur lequel je mettais mes photos quand j'étais à Paris, mais j'étais à un balbutiement hyper grossier de ce qu'en fait ça peut être. » Les évolutions de la technologie web digitale ont été énormes depuis les 10-15 dernières années, mais surtout depuis les 10 dernières années. Donc, j'ai terminé ma formation en 6 mois. J'ai pas passé le diplôme parce que je voyais aucun intérêt. De toute façon, les diplômes n'ont jamais vraiment été dans ma direction, dans mon focus. Et avec donc cette femme que j'ai appelée R, nous avons créé Milkshake Studio, une agence de communication digitale regroupant plusieurs services et talents, dont les services web, la photo, la musique, le journalisme et d'autres métiers. Et le concept, c'était tout dans une seule boisson. Milkshake Studio, on met plein de saveurs dedans et on a quelque chose à la fin qui donne et qui vraiment donne envie. C'était un concept et on était les premiers sur la toile en 2006. Et ça n'a pas tenu. Pas plus que notre relation d'ailleurs. R est parti et j'ai réduit l'activité à une agence de communication digitale normale de services web pour la gérer seule. D'ailleurs, après 15 ans d'apprentissage, de défis, d'échecs, de beaucoup d'échecs d'ailleurs, je dois reconnaître, mais aussi de beaucoup de joie. D'ailleurs, c'est comme le yin-yang, c'est vraiment équilibré l'un et l'autre. Tout est toujours parfait en équilibre. Eh ben, j'ai décidé de clôturer Milkshake Studio en 2020, après mon deuxième burn-out. C'était plus possible. Cette expérience professionnelle ne correspondait plus du tout avec ce que je cherchais dans la vie, avec mon envie d'épanouissement et de développement personnel et professionnel. Et j'en avais même d'ailleurs un dégoût. J'étais tellement loin dans mon travail et dans l'oubli de moi que toutes les fois, les mois suivants, on m'a reproposé des missions. Ça me donnait la nausée, ça me donnait des nœuds dans l'estomac quand je me reprojetais en me disant je vais être sur l'ordinateur. D'ailleurs, quand j'ai vraiment fait le burn-out, mon ordi n'en pouvait plus non plus, j'étais obligé de le donner en réparation chez Apple. Et j'ai été 3-4 semaines sans ordinateur, ça a été fantastique. Bref, j'en reparlerai à un autre moment parce qu'il y a eu plein d'autres choses à ce moment-là. Pour en revenir au parcours d'entrepreneuriat, je crois que c'est un parcours qui nous transforme plus dans tous nos aspects de vie. C'est incroyable. J'ai longtemps été digital nomade, mais l'entrepreneuriat en lui-même, sans forcément être nomade, est incroyable. Je le sens encore plus maintenant. Il est de plus en plus visible, en tous les cas je suis de plus en plus témoin de cela, que le développement personnel est lié au business. Et qu'il y a de plus en plus d'interviews d'entrepreneurs à succès qui ne se cachent plus de parler de spiritualité, d'âme, d'émotions, de relations authentiques, d'expression de leur vérité et de leurs valeurs. Je trouve ça génial. D'autant plus que ça m'inspire pour partager encore plus, car j'ai tellement caché cette partie-là de moi. Tellement je l'ai cachée, et c'est aussi pour ça que je suis parti aussi longtemps, en Amérique latine entre autres. C'est qu'en France, je pouvais pas l'exprimer. Autour de moi, il y avait très peu la place, et je me sentais renfermé, clos. Je n'ai jamais focalisé ma démarche de travail comme pour vraiment faire de l'argent. En tout cas, c'était pas le premier pilier. Pour plusieurs raisons. En premier, parce que mes croyances par rapport à l'argent n'étaient pas vraiment positives. Et en plus de ça, j'avais une très faible estime de ma valeur. Mon focus était vraiment sur la guérison et ma transformation de vie. J'ai vécu avec tout juste ce dont j'avais besoin toutes ces années pour pouvoir réaliser ce chemin. Et tout au long de ce trajet, il m'a fallu beaucoup d'années pour vraiment faire valoir mon expertise et ma valeur. Et c'était vraiment juste pour investir dans mes frais et mon développement personnel, ma guérison, ma transformation. Donc, vraiment le chemin de mon intérieur. Apostrophe littéraire. Je parle de bouquins, quoi. Je me plongeais dans beaucoup de livres pour ce nouveau métier. La Bible de Dreamweaver, de Flash. Évidemment, je parle pas du super-héros. Le référencement qu'on appelle maintenant SEO et plein de langages de développement web. Mais celui qui m'est arrivé entre les mains à ce moment-là, c'est Les Fourmis de Bernard Werber. Il a été édité en 1991 et il explore le monde fascinant et complexe des fourmis. L'histoire est racontée du point de vue des fourmis et suit les aventures de l'entomologiste Pierre qui découvre un mystère étrange et devient obsédé par leur monde. C'est à la fois un livre d'exploration scientifique et une aventure philosophique qui invite à réfléchir sur la nature de la vie, de la société, de la conscience.
où toute vie est interconnectée et où le respect de la nature est partie intégrante de la quête de sens de tout être vivant. La part de moi qui voulait me guider avec toute sa bienveillance vers non seulement ma guérison, mais surtout aussi vers la connaissance de moi-même, je crois, m'a fait vivre cette relation de couple destructrice. Quelques années après avoir fait quand même un peu de chemin, je me souviens avoir appelé R et l'avoir remerciée. De tout mon cœur, remercier pour tout ce que j'avais pu vivre avec elle, de douloureux et de moins douloureux, et aussi lui demander pardon. Je sais que je lui ai forcément fait du mal. J'étais ressorti de ces méandres, de ce chemin, de cette direction que j'avais pris. Pour moi, aller vers la gauche, c'est fou. Quand j'imagine le dessin et les images dont j'ai déjà parlé depuis l'épisode précédent, je vois ce chemin vers la gauche. Et je me libérais d'un poids afin de pouvoir avancer plus consciemment sur l'autre direction. Donc, je n'étais pas encore arrivé vers la perpendicularirité de mon chemin d'origine, mais je n'étais plus dans le cul-de-sac. Je retournais vers un chemin plus lumineux. Et je le voyais vraiment vers la droite dans ma dimension. Juste avant de nous séparer, nous avons vécu quelques mois en coloc. Bon, c'était hyper difficile. Tout le monde s'en doute. Pour tous ceux qui ont pu le vivre, on le sait. Pour moi, c'était encore une fois les dernières intensités dont j'avais besoin pour en finir de me mettre au fond du trou, en fait. Et c'est seulement lorsque je l'ai déposé au train que cela a pris le temps d'infuser et que cette profonde tristesse qui m'habitait a ressurgi dans toutes les directions de qui j'étais. J'étais définitivement perdu à l'intérieur de moi. Ça avait forcément laissé des marques. J'avais peur des femmes, peur de m'exprimer tel que j'étais. La représentation de celui que je percevais être était très négative. Cette faible estime de moi, sans amour-propre, avec une négligence émotionnelle, physique. Donc cela passait par tous les excès que j'avais l'habitude de réaliser. Zéro spiritualité. Je ne savais pas ce que c'était la spiritualité. Mais j'entamais ce chemin de connaissance de moi. Et dans ces excès, encore plus de café, et du soluble, s'il vous plaît. Pas du vrai café de qualité. Avec 2 sucres blancs, des pétards, des bières, du coucher tard, le lever tôt, des écrans. Souvent, très souvent musique. J'apprenais ce nouveau métier et je travaillais sur les projets de clients. J'avais de plus en plus de mal à marcher, j'étais couvert d'eczéma, j'avais de l'herpès localisé, des tendinites, des douleurs lombaires et encore des allergies. Je ne consommais toujours pas de produits de vache ni de porc. Mais alors tout le reste, j'étais à donf, comme à Paris. Des pâtes, des gâteaux, des produits transformés, de premier prix, la top qualité. C'était sûr. C'était hyper extrême quand j'y repense. J'avais aucune cuidado, on dit en espagnol, aucune attention à mon corps. Comme beaucoup de gens, donc peu de conscience que l'on doit prendre soin de son corps. Car non seulement on a que celui-là, et qu'on l'a pour toute notre vie, mais aussi car au-delà de ça, c'est grâce à lui que l'on vit notre expérience dans la matière, dans la vie. Je suis un être incarné, et c'est grâce à mon corps que je puis exprimer mes émotions et être en relation avec mon entourage. Notre corps est un temple, et les émotions sont la nourriture qui sont transmises à notre être supérieur, à notre âme. Et grâce à ça, on apprend entre les vies et de vie en vie, et qu'on évolue sur notre chemin. Évidemment, il faut croire à ça. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a qu'un corps. Et apprendre pour s'améliorer et vivre mieux, c'est non seulement améliorer sa qualité au quotidien de vie, mais aussi penser à quand on va vieillir. Et après, il y a d'autres niveaux, mais je vais pas en parler maintenant. Le fossé entre moi et moi-même était encore plus creusé. Voir l'épisode précédent si tu veux avoir un peu plus de notions. Et donc, plus le fossé entre soi et soi-même est creusé, plus il est difficile de vivre notre expérience de vie ajustée, alignée avec nos parties plus élevées, notre esprit, notre âme. Attention, en utilisant le mot esprit, je fais une grosse différence avec ce que, en France, en tout cas il me semble, l'on appelle esprit. L'esprit, c'est pas le mental, l'intellect, avec ses fonctions propres à l'espèce humaine. Mais quand je parle d'esprit, je parle de l'espiritu, the spirit. C'est l'esprit supérieur, celui qui est connecté au grand tout, celui qui sait, qui est dans l'expression pleine de la vie, de l'amour, de l'unité. J'ai vraiment pu expérimenter cette différence de conscience de l'espiritu, de l'esprit, grâce à toutes ces années en Amérique latine. Ça, c'est sûr. Là-bas, lorsqu'on parle de l'esprit, c'est pas le mental. C'est vraiment la dimension noble et spirituelle. Là où notre essence existe. Là où notre essence est pérenne et immortelle. Là où la vérité est présente.
Maintenant, dans notre corps, dans notre humanité, notre vérité est présente. C'est la vérité de cet espiritu, notre esprit, et de notre partie humaine. Et la vérité de notre corps, et la vérité de nos émotions, et la vérité de notre cœur, et la vérité de notre mental, de notre partie rationnelle aussi. Moi, j'en reparlerai peut-être. J'ai mis des années à trouver un juste milieu. Alors, je parle pas de ce juste milieu qui est en science ou dont on a une idée préconçue, je dois trouver le milieu de quelque chose. Non, je parle vraiment de le juste milieu d'une expérience vécue dans la chair, dans le corps. Je l'ai trouvé bien plus tard, ce juste milieu. Pour l'instant, j'étais encore en train de me bourrer de comprimés. J'avais pas le choix. J'avais une douleur constante. Je suis arrivé tellement à des mois de crise, seul dans cet appart, à ne plus pouvoir bouger, que des amis venaient m'amener les courses. Je pouvais plus sortir de chez moi. Je mettais 45 minutes à sortir de mon lit, tellement j'avais le corps endolori. J'habitais au 2e étage. Bien heureusement, l'époque de 164 marches, comme ceux et toits à Paris, était révolue. Sinon, ça aurait été ingérable. Tout était difficile. Que ce soit allongé, debout, de marcher, de me déplacer. Le corps s'habitue aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs, à la cortisone et aux autres crèmes. Je ne pouvais pas aller plus bas. J'étais au fond. Je chialais sur mon sort presque tous les jours. Mais je faisais bonne mine devant les autres, parce que c'est important. Faut montrer que tout va bien, qu'on est fort, que au-delà de la rupture, au-delà des problèmes de santé, tout va bien. Professionnellement, il fallait en sortir, montrer qu'il y avait moyen, que j'étais présent. C'est le plus important. Alors là, le côté professionnel, avant tout, c'est aussi une grosse croyance que j'ai traînée. Mais bon, j'avançais. J'avais pensé raconter d'autres choses de ça, mais je vois pas l'intérêt en fait. Ce ne serait que rajouter quelque chose de encore plus intense, déjà sur cette intensité que je la ressens. En fait, je me revois, je me reprojette dans cet appart et je revois avec quelle intensité j'ai pu vivre tout ça, quoi. C'était un truc de fou, Même prendre une douche, c'était un supplice. Ma propre transpiration en était un aussi, me brûlait, me grattait. En fait, je m'alimentais mal, je mangeais n'importe quoi. Mais toujours pas de produits laitiers de vache. Puis à ce moment-là, il me semble que j'avais arrêté les produits laitiers tout court. Donc pas de beurre non plus, évidemment. Et pas de charcuterie. Mais tout le reste, j'avais l'intérieur de mon corps qui avait un pH, à mon avis, qui était d'une acidité très, très haute. Et c'est pour ça que mon corps s'exprimait comme ça, en fait. Et jusqu'au moment donné où, je crois, j'ai mis mon orgueil de côté et j'ai été voir une thérapeute. En fait, j'en pouvais plus, je crois. Alors, j'allais des psys, mais de mémoire, elle faisait aussi autre chose, mais je me souviens plus très bien. Et en quelques séances, on a pu faire le ménage émotionnel, de tourner la page, de revenir à un essentiel pour aller mieux rapidement, en fait. Et cela m'a redonné espoir en une vie meilleure. Et montrer que la graine de la confiance était quelque part toujours en moi. Je me rappelle que des amis étaient venus aussi pour me rebooster, me soutenir durant quelques week-ends. D'ailleurs, à l'instant, je viens de me rappeler que de cette thérapeute, on avait travaillé sur les animaux de pouvoir, et qu'il y avait vraiment eu quelque chose qui m'avait percuté à l'époque. J'avais une sensation d'être un gorille, une énergie de gorille, pas forcément musculairement, mais une énergie de gorille, d'avoir envie vraiment de conquérir la jungle. Mais d'être bloqué dans la structure d'un scorpion en train de se piquer à longueur de temps. Donc, voilà. Je viens de repenser à ça. Tiens, c'est fou, j'avais oublié en préparant l'épisode. Enfin, en tous les cas, ça pour dire que la thérapie avait bien donné mon coup de boost. Et à la suite de ça, une pharmacienne m'a dit « Est-ce que vous avez pensé à arrêter le gluten ?» Ah, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que c'est le gluten? On était en 2006, hein. Je creuse un peu, je regarde, et effectivement, je trouve des sources. Donc le docteur Seignalé, qui avait déjà participé à la réalisation du livre sur le lait de vache dont j'ai parlé au premier épisode, et je me suis mis à appliquer à la lettre son régime. Et donc voilà, sans gluten. Alors voilà, le gluten, c'était quand même 80-90% de ce que je mangeais. Mais bon, j'ai appliqué ça à la lettre pendant plusieurs mois pour vraiment nettoyer le corps. Et puis un jour, j'étais invité à un mariage d'un ami. Donc déjà, eux savaient que je mangeais pas de produits laitiers, donc voilà, la cuisine traditionnelle n'étant déjà pas forcément adaptée à ce genre de direction de santé. J'avais eu un plat pour moi, mais ils ne savaient pas pour le gluten. Et donc, j'avais mangé quelques cuillères de couscous. Et le lendemain, je ne pouvais pas me lever. Le lendemain, c'était impossible. J'avais pas les béquilles sur moi.
et ça a été une horreur de retourner chez moi. Et c'est là que j'ai capté, et oui, et là il y a un vrai rapprochement entre mon alimentation et mon problème corporel, mes douleurs au niveau des hanches, du bassin. Je poursuivais donc sans gluten, de mon mieux. Peu à peu, je retirais des couches de mal-être. J'avais quand même des maux physiques et ça adoucissait un peu. Enfin, disons que c'était moins violent à l'intérieur de mon corps et donc j'avançais sur ce chemin. Et puis, j'ai rencontré une femme sur très peu de temps, mais elle m'a reboosté, elle m'a redonné de la douceur. Et ça m'a permis de me lancer un peu plus dans ma guérison et de vraiment me focaliser à régler mes problèmes, en fait. Parce que j'avais pas réglé mes problèmes, tout simplement. Respirons profondément ensemble. Encore une fois, inhale. Retiens. Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés, mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es en train de courir, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement. C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille. Cette impossibilité à bouger librement était en fait une maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante. Elle a été diagnostiquée au CHU l'année suivante et j'ai dû avoir un médicament journalier qui m'a vraiment transformé. Alors après plusieurs ajustements, évidemment, m'a redonné vie. Je n'avais plus mal dans mon corps, au moins au niveau structurel. Je pouvais bouger. Alors j'ai dû affiner pour le reste, mais pour ça, ça m'a changé la vie. Mais à quel prix ? J'en reparlerai dans l'épisode suivant. Et grâce à mon chien Baltos, je pouvais sortir moi-même de nouveau. Je pouvais aller prendre l'air, j'allais en nature un peu plus régulièrement. J'avais perdu 12 kilos, mais le soleil m'aidait à sécher ma peau. Le fait de vivre seul aussi, revenir à moi, m'occuper de moi, j'en avais grandement besoin. Et me consacrer à fond pour Milkshake Studio. Ça ira loin, je voulais. Après quelques mois de colocation, il est temps pour moi de quitter cet appart. Et maintenant, voilà le moment du cadeau du jour.
c'est une méditation guidée, une relaxation immersive que j'ai préparée spécialement pour toi. Pour cela, mets-moi ton email en commentaire et je t'enverrai le lien. Dans cet épisode, tu as pu entendre l'importance de savoir s'adapter pour voyager et vivre ailleurs, de se connaître pour mieux pouvoir avancer correctement sa vie et surtout la vie de couple. Que les autres sont là pour nous montrer les parts de nous que nous ne voyons pas forcément et nous aider à nous en affranchir si nous le voulons. Que nous avons des croyances familiales fortes qui influencent notre vie à de multiples niveaux. Que l'entrepreneuriat est une source de développement personnel autant que de business et que c'est un choix de vie. Que notre partie supérieure spirituelle nous veut toujours du bien. Que la nourriture a un impact direct sur notre santé et que pour finir, rien n'est jamais perdu, surtout sur le chemin de connaissance de soi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Si le contenu te plaît, si tu aimes ce que tu écoutes, ce que tu entends, je t'invite à mettre un commentaire, mettre des étoiles sur tes plateformes favorites et partager avec tes amis, ton réseau. Ce serait une bonne manière pour moi d'avoir ton retour aussi. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur ces sujets. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!